L'idée, c'était l'envie de faire une comédie à sensations fortes, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas que pour rire ou que pour frissonner, mais les deux, un peu comme on parle de manège et d'attraction à sensations fortes, c'est exactement la même envie. Et l'idée est venue de faits divers en fait qui se sont produits. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Merci de familles qui se sont trouvées, enfin d'automobilistes qui se sont trouvés bloqués avec le régulateur. On s'est imaginé avec les scénaristes Fabrice Roger-Lacan et Frédéric Jardin ce que ça pouvait donner à l'intérieur de la voiture. Écoutez, franchement, je vous dirais que Nicolas a tellement travaillé, il a presque passé 8 mois à travailler, à réfléchir avec les équipes de David Julien, de Christophe Marceau, des pilotes de précision et tout ça, pour voir la faisabilité, pour que nous, on soit vraiment dans un confort maximal. Mais je peux vous dire que quand on est arrivé sur cette route, des kilomètres ouverts comme ça, qu'on a vu le Barnum, tout le monde avait une espèce de sourire avec André, tout le monde se regardait, on se disait, ça on l'a jamais fait. Et ce qui est très étrange, c'est que on imprime toujours un rythme quand on est acteur dans la comédie. Quand on est dans un film choral, comme dans La Voiture, on est avec tous les personnages à l'avant, à l'arrière. Mais évidemment, La Voiture imprime un rythme qui est de 130 km/h. Donc, si vous voulez, on est déjà noyé dans ce système-là. Mais au bout d'un moment, pour vous raconter un peu le matin quand on arrive, on répétait d'abord à plat, à l'arrêt, pour être sûr qu'on n'a pas de problème de texte, parce que les 3/4 des mots que l'on dit sont aussi des mots-clés pour tous les pilotes de précision pour voir passer, intercéder, venir devant, derrière. Parce que tout le monde est relié sur ce qui se dit dans la voiture et tout le monde entend le dialogue. Donc Nicolas montait avec tous les preneurs de son, enfin tout ce qui est partie technique, donc c'était une espèce de vaisseau spatial à l'intérieur avec tous les écrans, parce qu'il y a 9 caméras à gérer et des caméras qui sont à l'avant, à l'arrière pour voir en même temps ce qui se passe. Et après, on démarrait tous les chauffeurs, les 200 voitures se mettent en marche. On monte jusqu'à 110 km/h. À 110 km/h, nous, on monte à 130. Et là, on entend moteur, action, et on commence à jouer. Et s'il y en a un qui se trompe dans le texte, on fait demi-tour et tout ça. Donc, si vous voulez, ça vous met dans une espèce de pression comme un grand philharmonique. Vraiment, comme un grand philharmonique. Et tout doit se mettre en place. Évidemment, autant vous dire que la première semaine, le temps que ça se mette en place, on a eu des suées, quoi, parce que d'abord, même avec André qui avait du métier, il me dit, mais José, comment on va faire? Et on a demandé à Nico, on lui dit, écoute, je ne sais pas comment on va pouvoir créer le personnage et tout. Et il dit, écoutez-moi tous les deux, je vais vous mettre dans un tambour de machine à laver, donc essayez pas de prendre des pauses. Et en fait, on s'est lancé, et à partir de là, on maîtrise de plus en plus cette espèce de grande folie, parce qu'il y a plein de véhicules, quand ils viennent nous percuter, ils nous percutent vraiment. En fait, moi, c'est sûr que ce postulat-là, il a été écarté dès le départ pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça m'ennuie. La deuxième, c'est que ça allait vous ennuyer. C'est-à-dire qu'en 3 minutes de film, si ça avait été tourné dans un studio avec des gens qui font semblant d'avoir des coups de frein et tout, vous auriez regardé votre téléphone en disant « bon, je m'emmerde là ». Alors que là, en fait, le pouvoir... Attention. Voilà, et puis c'est vrai que le pouvoir immersif du film provient du fait que dans le regard des acteurs, on voit qu'ils sont immergés dans cette situation, que cette situation est réelle, elle nous embarque avec elle. Et du coup, on s'était d'emblée fixé comme cahier des charges de ne pas prendre le public pour des imbéciles parce que tout le monde connaît l'autoroute. En fait, tout est fait en réel et à vitesse, et tous les acteurs, parce que dans ce contexte-là, on ne peut pas mettre des doublures, tous les acteurs ont fait eux-mêmes leur cascade. Ça, c'est important parce que même les enfants, même André... on fait leur cascade et c'était pour nous la garantie de délivrer des vraies sensations et d'avoir une empathie maximale du public. On s'identifie, on vit avec eux ce truc-là, on est embarqué avec eux et c'est par ce biais-là que ça passe. D'ailleurs, André, c'est vraiment le coming out de la cascade. Quoi. André, 40 ans qu'il nous a dit, écoutez les gars, ça faisait 40 ans que j'attendais ça. Exactement. On l'a récupéré quand même une fois, il n'avait pas mis son mousqueton de sécurité derrière, on l'a récupéré par les boots parce que Caroline, il est parti trop en avant quoi, sur l'avant de la voiture. Et il courait autour de la voiture tous les matins, il était comme une espèce de possession. Ah non, mais c'est possédé. Une révélation pour lui, c'est un homme d'action. En fait, on avait pensé surtout à construire une vie et un cadre esthétique, c'est un chirurgien esthétique, donc pour lui l'apparence, c'est son fonds de commerce. Donc tout doit être parfait. Et donc on voulait créer un tableau un peu comme un catalogue, comme quelqu'un qui a une vie parfaite, parce que d'une part, ça cadrait bien avec la personnification de Tom, et surtout c'est encore plus délicieux à détraquer. Quand vous avez une vie bien rangée, le bordel vient plus vite.
Donc on se disait, il a une petite tout. chemise, le mec il part en vacances, il a une petite veste, il est quand même habillé comme s'il était au bureau, et en même temps il a cette couleur rouge qui est la couleur de sa réussite. C'est-à-dire que, voilà, en plus c'est un demi-dieu le type, il vient déjà trafiquer la nature. Donc c'est pour ça que quand il voit qu'il a pris cette voiture sur électronique, enfin bourrée d'électronique, il fait comme nous tous, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, souvent des notices épaisses comme ça, on se dit oh, ça va, je vais prendre le bouton, je vais bien me débrouiller. Là, il est persuadé qu'il va pouvoir le maîtriser. Sa femme aussi est persuadée de pouvoir le maîtriser. Et tout le monde dans la voiture finit par se dire ça va, on va s'en sortir et tout. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, souvent, même quand on parle des secours, des gens qui s'échouent à 500 mètres d'une plage, eh ben, les secours mettent 8 heures à les repérer parce que, voilà, c'est pas évident. Alors, les difficultés, elles étaient là au quotidien, hein, c'est tous les jours. En plus, il se trouve que le film a été tourné dans l'ordre de l'histoire, donc en fait, les difficultés vont crescendo, puisque les problèmes vont crescendo. On était obligé de tourner dans l'ordre du film. Donc chaque jour avait son lot d'imprévus et tout. Je pense que le facteur le plus aléatoire, ça a été la pluie, puisqu'on était d'accord d'emblée qu'on ne pouvait pas tourner avec la pluie, pour deux raisons. Déjà, il ne peut pas pleuvoir pendant 3 minutes dans le film, c'est absurde. Et surtout la sécurité, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une route mouillée et qu'il faut faire un freinage d'urgence, c'est plus la même histoire. Donc on a convenu avec le producteur qui est derrière cet accord-là. On ne tourne pas quand il pleut. Jusqu'au jour, on a eu 10 jours de pluie consécutifs. Alors nous, ça va, on était à l'hôtel, on était tranquille, mais il commençait à être un peu angoissé. Là, on avançait dans l'hiver. Ouais. Et après, on avait un autre détail, c'est qu'en Macédoine, c'est à l'est, et donc à 3h30, il faisait commencer à faire nuit. Donc on a eu la chance de tourner dans une heure magique que tous les réalisateurs rêvent d'avoir, qui était qu'on arrivait tellement tôt le matin qu'on tournait avec cette heure magique, avec la lumière qui est presque comme un coucher de soleil, enfin un lever de soleil, et après on terminait vers 3h30, 4h de l'après-midi, donc on attaquait à 3h30 pour être sur place, et on avançait au fur et à mesure. Puis après, il y a eu tous les jours. Ça, et puis les problématiques techniques. Vous êtes en train de rouler dans une voiture et puis il faut arracher les fils du tableau de bord. Et donc, on arrache lesquels? Parce qu'il y en a qui sont utiles pour que la voiture continue d'avancer. Donc, par exemple, quand José dézingue le tableau de bord, on lui avait fait une petite marque. On dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Au bout d'un moment, ça se mélange. J'ai mis tellement, je regardais le truc. Il y a même un moment, je regarde comme ça. On voit que je suis en train de me dire tiens, celui-là, parce que le vrai cerveau de la voiture était encore en route et il ne fallait pas qu'il se détraque pour le coup. Pour la première fois de ma carrière, j'ai pu faire ce que je voulais, comme je l'imaginais. Évidemment, il y a des ajustements, on aurait toujours voulu plus grand, plus machin, mais par contre le résultat il est conforme à ce qu'on avait envie de faire et les sensations qu'on voulait faire partager au public, elles sont là. Donc il n'y a pas de regret de ce côté-là. Évidemment, enfin, moi je ne suis jamais satisfait des choses que je fais parce que je veux toujours aller plus loin, plus fort. Mais par contre là, j'ai pas de regret, j'ai pas d'amertume sur quoi que ce soit, au contraire.